Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'actualité que moi je trouve intéressant. Vraiment, c'est l'histoire d'annexion du Canada du président Donald Trump des États-Unis. OK? Fait que c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo-là le Canada des États-Unis, comme 51e État, ou de l'Angleterre, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vous donne une perspective que j'entends parler nulle part. Pour être honnête avec vous, mon but est d'apporter, je dis, le titre de ma chaîne qui est Atemporal News, c'est d'apporter des façons de voir les choses, mais mon point de vue à moi que j'ai par rapport à mon regard sur l'actualité politique, mais aussi faire la part des choses, parce que parfois, on se perd dans la propagande et le discours public. Oh boy, il y en a qui appellent ça le narratif officiel. Mais en réalité, c'est le discours public. D'un point de vue des sciences politiques, on peut le voir comme ça. Quel est le discours public, le discours officiel, le discours véhiculé par les médias, par les autorités publiques, par les différentes organisations? Ça, c'est, fait que là, ben, tu réfléchis ces choses-là. Puis là, je veux pas, tout le monde réagit aux propos du président des États-Unis, Donald Trump, concernant une potentielle annexion du Canada comme 51e État. OK. Bon. Fait que ce qui est intéressant avec ça, ce n'est pas la proposition en soi du président des États-Unis, mais ce sont les réactions et les commentaires et le débat que ça a sollicité. OK? Dans les différentes, moi, je pourrais dire, pas factions, mais les différents discours de différentes horizons sur le spectre politique ou en fonction de la compréhension de l'actualité, notre propre analyse qu'on peut faire des événements. Puis ensuite, ben, on a notre propre interprétation des événements. Puis c'est ça, le journalisme citoyen, d'une certaine façon, c'est de réussir à analyser les événements, les faits, ce qui se passe au niveau de l'actualité, à la source, puis d'en faire notre propre interprétation. Tu sais, comme un exemple, ben admettons que Trump fait un discours. Bon, ben là, c'est pour écouter ce que les médias en disent ou n'importe quel chroniqueur ou influenceur sur le net. C'est d'écouter de nous-mêmes le discours, puis le réfléchir, puis en faire une interprétation. Si on ne fait pas ça, ben, automatiquement, on prend la pensée de celui qui a analysé et interprété la donnée source. Ouais, on peut le dire comme ça. Bon, il n'y a rien de mauvais à prendre différentes interprétations, d'écouter une, d'écouter l'autre. Mais c'est juste pour dire que il y a une nuance à faire. Ceux qui font du journalisme citoyen, c'est ceux qui analysent la source de l'information. Tu sais, si je donne c'est pour ça que je donne l'exemple d'un discours de Donald Trump, parce que tout le monde parle de Trump, c'est assez. OK. Mais souvent, ils vont parler de ce que l'autre a dit, de ce que l'autre en pense, de l'autre ce qu'il a dit, de l'autre ce qu'il a dit. Bon. C'est une façon de faire, c'est une façon de voir les différents points de vue, puis de réfléchir. Mais il y a aussi le point de vue qu'on peut avoir direct en écoutant le discours en l'air ou ben, en rediffusion, peu importe, là. Surtout quand il faut qu'il est traduit pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Mais, bref, le journaliste citoyen va faire une analyse des événements, puis des faits, puis de l'actualité, mais en temps réel. Là.
la vraie source, puis il va l'analyser, puis il va l'interpréter. Après, ben, il peut faire un approfondissement de l'analyse et de l'interprétation en allant voir différentes analyses et différentes interprétations, puis en les commentant, puis là, ben là, oh, ça crée comme un genre de débat en soi. Ça veut dire que c'est possible de créer un débat à travers notre propre présentation, notre propre analyse et notre propre interprétation, surtout si on l'a mis en opposition avec quelqu'un qui passe pas comme nous on passe. Pour le dire comme ça. Puis essayer de nuancer les choses. Bon, en tout cas, bref. Histoire de Trump, annexion du Canada, comme ça quotidien maintenant. Enfin, vraiment. Au-delà de l'idée, il y a les réactions. OK? Et au-delà des réactions, il y a une certaine réalité déjà présente, mais tellement acquise par l'ensemble de la population canadienne qu'elle est devenue, en apparence, du domaine de l'inconscient. Je peux pas dire ça autrement parce que, ben, être honnête avec vous, là, comment vous dire, là, je check l'actualité régulièrement, vraiment régulièrement. Et j'ai du temps pour le faire, fait que je le fais. Puis, comment vous présenter, je l'ai entendu nulle part. Vraiment nulle part. Puis, ben, moi, pour moi, ça a mis en perspective certaines choses. OK? Puis, veut pas, en tant que dissident ou quelqu'un qui a un esprit critique très développé et se donne la peine de remettre en question la réalité qui lui est présentée pour essayer de la réfléchir par lui-même. Avec les informations que je peux aller chercher. OK? Fait que là, le discours par rapport au 51e État d'annexation, il est simple. OK? D'abord, t'as Donald Trump qui dit ouais, voilà, ça serait mieux pour le Canada, là. Tu sais, c'est moins d'impôts. Ils seraient mieux protégés. Il y aurait l'armée américaine pour les protéger des bateaux qui se promènent dans le nord chinois. Puis, il n'y aura pas de tarifs, libre-échange partout sur le territoire, un accès libre au marché des États-Unis pour les entreprises. Tu sais, il y a des arguments. Regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est vérifiable, ces arguments-là. Il y a plein d'économistes qui peuvent vérifier ça. Bon, ou des générales de la défense pour la même, peu importe, tu sais, ses propos peuvent être vérifiables. Il y a bien beau, il dit ça, mais c'est vérifiable. Constitutionnellement, est-ce possible d'annexer le Canada? Là, c'était une autre histoire, là, c'est pas la même affaire. Bon. Deuxièmement, t'as, ensuite, t'as ceux qui réagissent à ce discours-là. D'abord, tu vas avoir, ah oui, oui, c'est une bonne idée. De l'autre bord, oh, oh, non, attends une minute. OK. Puis dans ceux qui sont pas d'accord avec ce discours-là, ben, apparemment, il y a un regain du nationalisme canadien. Je suis désolé, ça me fait rire. C'est parce que je sais que ce que m'a vous présenter après, moi, là, puis quand que je mets les choses en lien, là, ah, barnac, c'est comique. Ouf. Le nationalisme canadien, c'est important de le dire, hein, canadien. Bon, OK, OK. Façon de voir les choses. Mais, savez-vous que, en réalité, le Canada est une monarchie britannique. Dans les faits. Dans les faits constitutionnels. Pas n'importe quoi, là. OK? Dans la Constitution du Canada. Les faits constitutionnels. La réalité constitutionnelle du Canada. Le Canada est une monarchie canadienne. Puis, je sais que ma source, c'est pas la source la plus fiable qu'il y a. On n'est pas en train de faire une recherche de doctorat. On est ici pour jaser et réfléchir à l'actualité. OK?
Puis moi, ça, ben, ça me donne, quand que je le lis, ça me donne des éléments pour réfléchir à l'actualité du 50e État, le Canada comme le 51e État. OK? Bon, je vais vous le présenter, je vais le lire avec vous. Ça peut sembler plat. Puis elle m'a probablement des petites pauses pour le commenter et faire des liens avec l'actualité politique actuelle de l'annexion du Canada. Ah, c'était comme, bon, donne-moi 2 secondes. Ah ouais, c'est ça. Regarde. Quand on va sur Wikipédia, mais pourtant, tout le monde le connaît, puis il est accessible, Wikipédia, OK? Fait que là, monarchie canadienne, OK? On va vous lire ça, c'est trop, non, c'est trop intéressant. Non, quand on lit ça dans le contexte du débat actuel sur le Canada comme un 50e État, puis tout le monde monte au rapport, puis tout le monde capote, puis non, wow, c'est inconcevable, ça n'a pas de crise de sens. Le Canada, c'est le Canada. Nous sommes des Canadiens. Nous sommes fiers de l'être. Vraiment. OK, c'est beau. Ben, tous ceux qui disent ça, ils ont peut-être une mauvaise connaissance de la réalité constitutionnelle du Canada. Puis on va en parler. Check bien ça. OK? La monarchie canadienne est le système politique en vigueur au Canada. Ah, ça le dit clairement. C'est le système politique en vigueur. Ces pouvoirs s'exercent dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle définie dans la Constitution du Canada. OK? Continuons. Le pays étant un royaume du Commonwealth, la monarchie canadienne est en union dynastique avec la monarchie britannique. Selon la Constitution du Canada, le monarque est le chef de l'État. Fonction occupée depuis le 8 septembre 2022 par le roi Charles III en tant que roi du Canada. OK. Là, il faut prendre une petite pause. Faut prendre une petite pause. Hein, puis checker. C'est marqué là. Oui, une petite souris à droite. Roi du Canada. King of Canada. OK. Là, tu descends, puis notre actuel roi, Charles III, depuis le 8 septembre 2022. OK. Bon. OK. 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 Si je voudrais, je pourrais m'arrêter là et poser la question à tous ceux qui sont des fervents nationalistes canadiens. Est-ce qu'ils ont conscience que leur nationalisme et leur loyauté est en réalité envers le roi du Canada, Charles III? C'est de même opposant. Parce que constitutionnellement, il est notre monarque et notre chef suprême, commandant en chef de l'armée du Canada et de 15 autres pays, je pense, dans le Commonwealth. Allez faire des recherches sur le Commonwealth, vous allez rester surpris. Mais bon, il y a certaines organisations internationales comme ça qui existent, hein, que personne ne se préoccupe. On va continuer un petit peu, parce que c'est vraiment comique. Comme pour ses autres couronnes, il porte le trône et de son nom règne bien que Charles Ier et Charles II. Il n'y a jamais eu ça. Le Canada étant une monarchie constitutionnelle, le monarque canadien, le roi Charles, participe au Parlement fédéral et au Parlement provinciaux. Hein. Il est investi du pouvoir exécutif provincial et fédéral. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire là, selon la Constitution et toutes ces affaires-là. En réalité, OK? Dans la réalité constitutionnelle du Canada, le roi Charles, le roi du Canada, a les pouvoirs exécutifs provincial et fédéral. Il l'a, selon la loi,
selon la réalité constitutionnelle du Canada. Dans les faits, c'est sérieux, tu sais, c'est pas du à peu près ça, là. Je suis pas dans la création de l'esprit. C'est le même, c'est ça pour de vrai. OK? Faut le comprendre, là. Faut enlever l'illusion que, en tout cas, c'est écrit mot pour mot, là. Puis, par contre, OK? Non, c'est ça. Il a investi du pouvoir exécutif provincial et fédéral et du commandement en chef des forces armées canadiennes. Dans la pratique, c'est le premier ministre et ses ministres qui exercent ce pouvoir. Le Canada étant une démocratie parlementaire. OK. Bon. Juridiquement, on va le dire d'une autre façon. Juridiquement, constitutionnellement, nous avons un roi du Canada et c'est le roi Charles III qui possède le pouvoir exécutif provincial et fédéral et il est le chef de l'armée canadienne. OK? Juridiquement, constitutionnellement, c'est ça. Mais, dans la pratique, malgré l'immensité de ces pouvoirs-là, il les utilise pas, puis il laisse les premiers ministres gérer le Canada à sa place. Là, je suis désolé, mais j'ai un petit peu de misère à croire ça. Je suis sérieux, j'ai un petit peu de misère. Ah, ça doit être la fibre complotiste sur moi, là. Tu sais, la fait de remettre en question. C'est juste que, tu sais, quand t'as autant de pouvoir que ça, tu l'abandonnerais volontairement, puis tu laisserais les premiers ministres gérer. OK? Moi, je sais que Trudeau, il est vraiment, vraiment, vraiment à côté sur le discours du roi, là. Ils ont essayé de l'enlever souvent, ils n'ont jamais pu. C'est important pour lui, le discours au roi, de prêter serment au roi du Canada. Hein? Bon. Là, faire une parenthèse avant de continuer. Ah non, mais continuer, c'est trop. Parce que là, il faut se remettre en question qu'on est dans le contexte, là, que tout le monde chiale par rapport à l'annexion du Canada par les États-Unis. OK? On est dans ce contexte-là, là. Ah, le Canada, le nationaliste canadien. Ah ouais, le nationaliste canadien. Constitutionnellement, on a un roi qui s'appelle Charles III. Hein? Ça veut dire qu'on est des vassals de l'Angleterre. On est. C'est ça. Constitutionnellement, c'est l'Angleterre qui a le pouvoir exécutif de la démocratie fédérale et provinciale du Canada. C'est ça qui est ça. Le monarque canadien, ils disent, le monarque canadien possède des pouvoirs qui lui sont propres et d'autres qui sont exercés par le biais de ses représentants, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur provinciaux. On se réfère parfois au gouverneur général du Canada comme étant le chef de l'État de facto. OK? Puis, si vous croyez pas que c'est vrai, OK? Quand Justin Trudeau a prorogué le Parlement il y a une couple de semaines, il a demandé à qui? Là, le lieutenant-gouverneur du Canada. C'est elle qui a le pouvoir de proroguer le Parlement. C'est elle qui a le pouvoir de déclencher des élections. Le premier ministre ne le peut pas de lui-même. Il faut qu'il demande la permission au gouverneur du Canada, qui est le chef de l'État de facto. Fait que oui, ça s'applique. Il y a une certaine application du pouvoir britannique au sein de la politique canadienne. On peut pas avoir un meilleur exemple avec la prorogation qui a eu lieu dernièrement. La gouverneure du Canada a accepté la demande du premier ministre. Elle aurait pu la refuser si elle le voulait. On peut pas dire que ça, fait que là, il faut que je continue. Je vais continuer parce que là, j'aurais des choses à dire, c'est incroyable. Bon, fait que là, il règne aussi sur 14 autres royaumes du Commonwealth.
indépendamment du Canada. Bon. Fait que les mêmes pouvoirs qu'il y a sur le Canada, il y a aussi sur 14 autres pays dans le monde, qui fait partie du Commonwealth. Bon. En gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Attends une minute. Il y en a une que je l'ai ri. Ah ouais, c'est ça. C'était, euh, avec le monarque. Cela résulte de la relation coloniale au sein de l'Empire britannique. Mais aujourd'hui, tous sont politiquement indépendants. OK? Selon le bon vouloir de la gouverneure générale et de notre cher roi du Canada, le roi Charles. Côté distinct de l'autre. L'unique gouvernement de Sa Majesté se manifeste ainsi de manière différente, selon la loi de chacun de ses royaumes, où il fait figure d'autorité primordiale. Les mots sont forts. Les mots sont vraiment forts. Là. OK. Bon. Ça, c'est ce que je voulais vous parler rapidement. Bref, ça pour vous dire que il y a une réflexion profonde à faire. Réellement. C'est surtout au niveau du discours public. Tu sais, c'est tantôt, je lisais une affaire comme quoi que lui qui fait la course à la chefferie, Mark Carney, quelque chose de même, ben lui, il allait sur un podcast britannique. C'est un ancien dirigeant d'une banque britannique qui voit sur un podcast britannique. Je sais pas si vous comprenez le petit lien subtil que je viens de faire. Tu sais, c'est constitutionnellement, on est sur le joug de l'Angleterre. Puis personne ne pourrait s'estimer. Aucun juge ne pourrait de faire ça. Même pas les juges de la Cour suprême. Comprenez-vous ce que je dis? Admettons que le gouverneur général ou les lieutenants-gouverneurs des provinces prend une décision. OK? Aucun juge de la Cour suprême ne pourrait revenir contre cette décision-là. Si le roi lui-même prenait une décision, personne au Canada ne pourrait aller à l'encontre de sa décision. OK? Bon. Constitutionnellement, c'est ça. Il a le pouvoir exécutif de la démocratie canadienne et provinciale, ainsi que le pouvoir de l'armée canadienne. Pouvoir qui, officiellement, n'exerce pas, mais qu'il détient constitutionnellement et juridiquement. Bon. Là, on se ramasse avec un chef, ben, en tout cas, un aspirant chef du Parti libéral qui potentiellement pourrait devenir le prochain premier ministre lors d'une élection. Sinon, il ne serait pas légitime, puis ses décisions seraient de la merde. Désolé, mais c'est ça. Qui a des liens directs avec l'Angleterre, des affinités marquées avec l'Angleterre. Bon. Quelle analyse vous pourrez en faire de ça, de ce que je viens de vous présenter? OK? C'est un petit peu d'actualité, une réalité juridique et constitutionnelle, et une réalité politique où ce que le gouvernement est prorogué par la gouverneure et non le premier ministre. Discours public, hein? Ils disent le premier ministre a prorogué le Parlement. C'est pas le premier ministre qui l'a fait, c'est la gouverneure. Les discours parfois, hein. Là, est-ce que je pourrais me permettre de m'inquiéter un peu? Parce que on s'inquiète de Donald Trump, que lui, il parle de tarifs, puis d'économie, puis d'annexion du Canada comme c'est qu'une État. Mais dans les faits, l'Angleterre pourrait parfaitement le faire et aucun Canadien ne pourrait s'opposer.
constitutionnellement, le roi et les gouverneurs pourraient dire, maintenant, nous appliquons notre pouvoir constitutionnel que nous avons sur le Canada et vous ne pouvez rien faire. Puis personne ne s'inquiète de ce menace-là. Ah, l'Angleterre, c'est des bons amis. Attends une minute, là. Apparemment, c'est qu'on comprend bien ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Les anciennes alliances ou les alliances qu'il y avait, d'un point de vue économique, ça coûte plus belle. Quasiment du chacun pour soi, là. En tout cas. Fait que, ben, moi, je trouve ça dangereux. Personnellement, j'aurais plus peur que l'Angleterre annexe le Canada de force selon les pouvoirs constitutionnels qu'ils détiennent concrètement que les États-Unis. Pas. Et si on devient, par exemple, là, comprenez bien là, qu'il y a trois scénarios possibles, pas plus que ça. Là. Il n'y en a pas 50 000. Là. Quand on voit l'évolution des intérêts respectifs au niveau de la géopolitique internationale, ben, est-ce qu'un Canada seul peut se débrouiller? C'est clair que non. C'est clair que non. Quand je dis seul, c'est émancipé du pouvoir constitutionnel de l'Angleterre. Là. Tu sais, sortir du Commonwealth, sortir de l'Angleterre, tout ce qui est en lien avec le roi ou la monarchie britannique, on efface ça de la Constitution, carrément, on met du blanc, on l'enlève, puis on devient quoi? Parce que là, on a une monarchie britannique en ce moment. Fait qu'on deviendrait quoi? Intéressant. Est-ce qu'économiquement, on est viable? Est-ce qu'au niveau de la défense, on est viable? C'est sûr et certain, on fait partie de l'OTAN. Ah, en tout cas, c'est à réfléchir. C'est la réflexion se fait, honnêtement. Est-ce que les personnes qui sont nationalistes canadiens comprennent que constitutionnellement, on n'est pas canadien, on est une monarchie canadienne sous le pouvoir de l'Angleterre? Bon, fait que là, trois possibilités. On reste sous le pouvoir de l'Angleterre. On enlève le pouvoir de l'Angleterre, bien qu'il semble juste être symbolique. S'en fout, on enlève ça. On devient réellement indépendant au niveau de notre constitution. Ben là, on parle du Canada. Moi, je me considère pas canadien. Moi, j'étais gaspésien. OK? Bon, peut-être québécois, mais bon, parce que je parle français, puis je parle pas anglais. Ou on devient sous l'autorité des États-Unis. Il n'y a pas 56 000 choix, il y en a juste trois. Puis après, ben, à l'intérieur du Canada, qu'est-ce qui se passe au niveau des provinces? OK? Mais il y a aussi une autre option. Ben, on enlève la Fédération canadienne. On enlève le pouvoir de l'Angleterre sur la Fédération canadienne. En enlevant la Fédération canadienne, tu enlèves la Constitution canadienne. Fait qu'en enlevant la Constitution canadienne, tu enlèves tout pouvoir de l'Angleterre sur la province canadienne. À moins que, à l'intérieur des constitutions provinciales, comme un exemple, le Québec a sa propre constitution, puis il y en a d'autres qui l'ont,
que c'est inclus. Si c'est pas inclus, ça veut dire que ça disparaît avec la Fédération canadienne, le pouvoir de l'Angleterre. Là, ensuite, dans ce scénario-là hypothétique, que je m'amuse à réfléchir avec vous, chaque province devient responsable de sa destinée pour la suite, en fonction de sa propre constitution. Et peut peut-être décider de devenir un pays, comme le Québec le veut tant, ou peut-être devenir un État américain que probablement que certaines provinces de l'Ouest voudraient volontairement. Fait que là, ça devient mêli-mêlo, où est-ce que chaque province décide de ce qu'il veut vraiment. Puis, ben, la Fédération canadienne, d'un point de vue institutionnel, constitutionnel, ben, ouf, on enlève ça. Oh, est-ce que je dis du sens? Est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas. Ça demeure un scénario. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Si les 10 provinces décident de faire quelque chose ensemble, le palier fédéral peut rien faire. En gros, pour ouvrir la constitution de la Fédération canadienne, ça prend ça prend l'accord des 10 provinces à 50 plus 1, quelque chose de même. Bref. Fait que là, ça deviendrait difficile de s'opposer à ça. Puis il pourrait ouvrir la constitution pour l'effacer. Bon, en tout cas, ça devient un scénario. Hein. Mais c'est juste comique d'entendre du monde parler, s'offusquer par rapport à la proposition de Trump, pendant qu'ils sont, à l'heure actuelle, sous le pouvoir d'un roi, d'une monarchie qui est sur un autre continent. C'est assez ironique quand on y réfléchit. S'offusquer de devenir ce qu'on est déjà de facto, on est américain. Pour rester sous une monarchie britannique, où ce que notre chef primordial suprême est le roi du Canada, qui est le roi de l'Angleterre, qui est le roi du Commonwealth. Ouais, je trouve que c'est à réfléchir, sérieusement. Ça met les choses en perspective. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que tous ceux qui sont sur le palier fédéral vont rejeter fermement l'offre de Trump, là, parce qu'ils perdent tout, eux. Ils perdent leur vie, ils perdent leur job, ils perdent tout. Tu sais, sa fédération canadienne disparaît. Tous les politiciens de carrière fédéraux perdent tout. Il y en a qui pourraient se... Il y en a beaucoup qui vont pouvoir se replacer. Mais bon, tu sais, c'est juste que c'est ça, tu sais, c'est... Comment veux-tu que Radio-Canada prend la part de Poilievre quand Poilievre a dit que c'est qu'il gagnait, il l'aurait fermé? Faut pas con, là. Il va essayer de valoriser le gars qui veut pas les former. Fait que, tu sais, il y a des conflits d'intérêts comme ça, où ben beau à dire, oh non, 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 regarde, on est dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est construit, le conflit d'intérêts. Dans les non-dits, dans ce que le monde ne savent pas. Fait que, c'est ça qui est ça. Réfléchir à ça, ça a vraiment que j'écoute le discours par rapport à l'annexion, puis je réfléchis au fait que le Canada est une monarchie. En tout cas, ça me fait rire, ça me fait vraiment rire. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui marche pas. Même dans l'argumentation, même dans le discours, tu sais, c'est, OK, c'est offusquant, non, 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 non. Ouais, mais tu sais-tu qu'on est sous le joug de l'Angleterre? C'est eux qui ont le réel pouvoir. Puis c'est pas un pouvoir fictif, là, c'est un pouvoir réel qu'ils ont, c'est un pouvoir constitutionnel. C'est pas fictif, là. OK? Bon. Là, la question après qu'il faut se poser, c'est ne l'utilise-t-il pas vraiment?
Ouais, ils disent que c'est symbolique, qu'ils n'utilisent pas ce pouvoir-là, mais ils l'ont. Ça veut dire qu'ils pourraient l'utiliser sans que ce soit apparent, sans que ce soit officiel ou dans les médias. Fait que là, ça devient comme un pouvoir caché. C'est à réfléchir. Le pouvoir constitutionnel de l'Angleterre et de la monarchie canadienne sur le Canada est-il utilisé ou pas? De quelle façon? À quel but? À quel objectif? Parce que honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté à me rentrer dans l'esprit qu'une organisation ou peu importe ce que c'est, une famille royale, une administration publique qui aurait de tels pouvoirs sans les exercer. Non, ça me rote pas dans la tête. Désolé. De quelle façon, je le sais pas. Ça, je le sais pas. Mais de dire qu'il l'exerce pas, ça, non, ça passe pas. Fait que, probablement qu'il l'exerce d'une quelconque façon, laquelle faudrait fouiller, faut essayer de découvrir. Mais de voir comment la politique canadienne s'aligne avec Mark Carney, que lui, il se cache pas qu'il y a beaucoup de liens avec l'Angleterre et les Britanniques, ben, ils ont peut-être décidé d'exposer leur réelle couleur. Puis Mark Carney, ben, c'est peut-être je sais pas, leur représentant direct. Fait, à la place de passer par le gouverneur, ben là, ben là, on va l'envoyer à lui direct. Fait qu'on se ramasse avec un premier ministre canadien qu'en réalité, ses allégeances sont à l'Angleterre. Ça, c'est mieux qu'avoir un gouverneur où son allégeance est aux États-Unis. Faites-moi la démonstration que c'est mieux. Ouais, aucun problème avec ça. Moi, je suis là pour réfléchir. Je suis là pour essayer de comprendre les choses. Un premier ministre de l'Angleterre ou un gouverneur des États-Unis. Faites votre choix. Ouais, c'est moi ça, il faut comprendre, là. C'est ça le choix qu'on a. Là. Peu importe. Bonne réflexion, toi.